Vous vous réveillez sur le froid de la pierre sous vos pieds nus, la lumière vacillante des torches projetant de longues ombres sur les murs de la chambre où des tapisseries pendent lourdes de poussière et de la faible odeur de laine humide. Votre cœur tonne comme le forge d'un forgeron, chaque battement résonnant dans le silence, brisé seulement par le lointain hurlement du vent qui s'infiltre par les meurtrières. À 12 ans, votre corps est encore aussi fin qu'un roseau. Vous portez une robe de brocart raide qui vous gratte la peau, brodée de fils qui brillent comme la lumière de la lune, mais qui vous pèsent comme des chaînes. La porte s'entr'ouvre, et un homme 2 fois plus âgé que vous entre, son haleine acide de vin après le festin du dessous. Ses yeux sont ombragés par les attentes des royaumes. Ce n'est pas un rêve d'amour, c'est votre nuit de noces. Et la peur vous contracte l'estomac, comme un serpent. Pour ce soir, votre innocence devient un sceau sur des alliances forgées à l'encre et au sang, votre corps un réceptacle pour des héritiers encore non nés. Et l'échec murmure annulation, disgrâce ou pire, l'agonie d'un accouchement qui pourrait vous coûter la vie avant le lever du soleil. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces anciennes histoires ensemble, de différents endroits du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Dans le faible éclat d'une seule bougie de suif, ces flammes vacillant contre les courants d'air qui s'infiltrent par les fissures du vieux mortier du château, une jeune fille nommée Mathilde reste figée, ses petites mains agrippant le bord d'un coffre en bois sculpté d'aigles impériales. Née vers 1002 après JC à la cour royale d'Angleterre, elle savait depuis son berceau que sa vie n'était pas la sienne. Son père, le roi Henri Ier, souverain d'un royaume s'étendant des rivages brumeux de la Normandie aux collines accidentées du pays de Galles, ne voyait en elle pas une fille à chérir, mais une pièce pour assurer des alliances contre les sables mouvants du pouvoir européen. En 1109 après JRC, à l'âge tendre de 7 ans, des envoyés de l'Empire romain germanique arrivèrent à la cour d'Angleterre, apportant des propositions de l'empereur Henri V, un homme dans la vingtaine, trempé au combat et ambitieux, cherchant à lier ses vastes domaines au trône anglo-normand par le mariage. Les fiançailles furent scellées à Utrecht le 10 avril 1110, et Mathilde fut envoyée de l'autre côté de la Manche en Allemagne, un pays de forêts denses et de cathédrales imposantes, où l'air portait le parfum vif du pin et le cliquetis, lointain des forgerons façonnant des épées pour des guerres sans fin. Placée sous la garde de l'archevêque Bruno de Trèves, elle apprit les tons gutturaux de la langue allemande, les danses complexes de l'étiquette de cour et le poids d'une couronne qui allait bientôt peser sur son front. Mais au-delà des leçons de prières latines et de soieries brodées, une crainte silencieuse grandissait, inexprimée, même dans ses confessions privées au sein de Pierre de la Chapelle. Quel enfant pouvait comprendre les intimités exigées d'une épouse, la soumission de son corps au toucher d'un étranger, dans une chambre à coucher où la vie privée était un mythe et où des témoins se cachaient derrière des rideaux pour confirmer la validité de l'union. Le mariage eut lieu le 7 janvier 1114, dans la grande cathédrale de Mayence, ses voûtes s'élevant comme les ambitions des hommes qui l'avaient orchestrée. Mathilde, âgée de 12 ans, marcha dans l'allée dans une robe de velours cramoisi, lourde de fils d'or qui lui irritèrent la peau, son voile une barrière de gaz contre les regards des nobles, rassemblés de tout l'Empire. L'air était épais d'encens, ses volutes fumantes s'enroulant autour de l'autel, où les vœux furent, échangés en latin, des mots qu'elle comprenait mais dont le sens profond échappait à sa compréhension juvénile. Henri V, grand et sévère, le visage marqué par les cicatrices des campagnes contre les ducs rebelles, prit sa main avec une force qui parlait de possession plutôt que d'affection, tandis que les cloches sonnaient, faisant écho dans la vallée du Rhin. Le cortège se dirigea vers le palais impérial, où des festins de sangliers rôtis et de vins épicés masquèrent la tension sous-jacente. Ce soir-là, dans une chambre décorée de tapisseries représentant des conquêtes héroïques, la réalité s'abattit. Les serviteurs dépouillèrent le lit de ses draps, préparant le rituel qui prouverait sa pureté et sa puissance, une coutume ancrée dans l'obsession de l'époque pour les héritiers légitimes. Le pouls de Mathilde s'accéléra, son souffle court tandis que l'air froid lui écorchait les bras.
L'empereur, son souffle chargé de miel, s'approcha avec le droit d'un souverain accoutumé à commander. Aucune chronique ne rapporte ses larmes ou ses protestations, car de telles vulnérabilités étaient effacées des pages de l'histoire, mais le déséquilibre de pouvoir était flagrant. Une fille de 12 ans cédant à un homme de 28 ans, un corps non préparé aux exigences qui lui étaient imposées. Aux yeux de l'Empire, cette consommation scellait l'alliance. Mais pour Mathilde, elle marquait l'effacement de son enfance, la première cicatrice d'une vie de manœuvre politique. Des années plus tard, lorsque Henri V mourut sans enfant, le 23 mai 1125 à Utrecht, laissant Mathilde veuve à 23 ans, l'infertilité de son mariage la hantait. Aucun héritier n'était né, peut-être à cause de sa jeunesse ou de la santé de l'empereur, affaibli par les rigueurs d'une guerre incessante. De retour à la cour de son père en Normandie, elle portait le titre d'impératrice, une couronne creuse qui amplifiait son isolement. Des murmures à la cour suggéraient que sa baronnie était une malédiction, alimentant sa détermination dans les futures batailles pour le trône d'Angleterre. Mais dans ses premières nuits, seule avec ses pensées au milieu du bruissement des draps de soie, la peur persistait, non seulement celle de la douleur, mais aussi celle de ne pas produire les fils que les dynasties exigeaient, un fardeau qui définirait son héritage. De l'autre côté de la Manche, dans les vignobles ensoleillés d'Aquitaine, une autre jeune Aïs connaissait un sort similaire. Son histoire s'entremêlait à l'odeur de lavande en fleurs et à la brise salée de l'Atlantique. Et l'Hélénie, née vers 1122 dans la cour opulente de Poche, hérita d'un des duchés les plus riches d'Europe à la mort de son père en 1137. À 15 ans, elle était une vision de vitalité, avec des cheveux châtains qui cascadaient comme des feuilles, d'automne et des yeux aussi vifs que le regard d'un faucon. Pourtant, son héritage faisait d'elle une cible, un prix à conquérir avant que ses rivaux ne l'arrachent. Le roi Louis XVI de France, sur son lit de mort, organisa son mariage avec son fils Louis VII pour fusionner les vastes terres d'Aquitaine s'étendant des Pyrénées à la Loire avec la couronne capétienne. L'union fut hâtivement célébrée le 25 juillet 1137 dans la cathédrale Sainte-Trinité de Bordeaux, où la chaleur estivale se mêlait à l'arôme des cierges et des joncs frais répandus sur le sol. Et l'Hélénie, vêtue d'une robe de soie bleu saphir, brodée des lions dorés de sa maison, échangea ses vœux devant une assemblée de seigneurs français et aquitains, leurs armures cliquetant doucement dans les bancs. Louis, 17 ans et pieux, le visage pâle d'une éducation monastique, semblait plus moine que monarque, les mains tremblantes lorsqu'il plaça l'anneau sur son doigt. Le festin qui suivit déborda de ponts rôtis et de chansons de troubadours. Mais l'esprit d'Éléonore erra vers la chambre qui les attendait, son lit à baldaquin, symbole des devoirs à venir. Au coucher du soleil, projetant de longues ombres, sur la Garonne, les serviteurs conduisirent le couple à ses quartiers. La cérémonie de couchage, un rituel aussi ancien que les liens féodaux qu'il renforçait, se déroula avec des prêtres bénissant le matelas et des courtisans trinquant, à leur fertilité avec des gobelets d'Hippocrate, un vin épicé qui brûlait en descendant. Le cœur d'Éléonore battait sous sa chemise, le fin lin collant à sa peau dans l'air humide. Louis, maladroit et inexpérimenté, s'approcha avec hésitation, sa dévotion à l'Église se heurtant aux attentes charnelles de la royauté. Les chroniques laissent entendre sa réticence, peut-être née de scrupules religieux qui considéraient le plaisir comme un péché, laissant Éléonore naviguer dans les intimités de la nuit avec un mélange de curiosité et d'appréhension. La pression était immense. Sans fils, sa position était précaire, son duché vulnérable à l'annulation ou à la saisie. Pendant des années, le mariage n'a donné que des filles, Marie en 1145 et Alix en 1150, alimentant les doutes de Louis et les frustrations d'Éléonore. Des murmures à la cour de Paris parlèrent de sa nature fougueuse, se heurtant à sa piété, de son amour de la poésie et de la chasse contrastant avec ses jeûnes et ses prières. Pendant la seconde croisade de 1147 à 1149, les tensions ont éclaté à Antioche, où des rumeurs de liaison avec son oncle Raymond ont circulé, bien que non fondées. En 1152, à Beaugency, près d'Orléans, le mariage fut annulé pour cause de consanguinité, un prétexte commode pour des incompatibilités plus profondes. Éléonore, âgée de 30 ans, en sortit plus forte, ses peurs transformées en ambition, alors qu'elle remariait Henri II d'Angleterre quelques semaines plus tard, le 18 mai 1152 à Poitiers, donnant naissance à 8 enfants
et façonnant l'empire angevin. Pourtant, cette première nuit à Bordeaux, la peur était crue. La peur de l'emprise d'un étranger, le poids de produire des héritiers dans un monde où la valeur des femmes était mesurée à l'aune des fils et l'angoisse indicible des périls de l'accouchement, où la fièvre et les hémorragies tuaient aussi facilement que les épées sur le champ de bataille. La résilience d'Éléonore la définirait comme reine de France puis d'Angleterre. Mais la vulnérabilité de cette veille de mariage persistait, une ombre à son indépendance légendaire. Bien plus au nord, sur les côtes brumeuses de la Flandre, une autre histoire se déroulait, une histoire de défi au milieu du vacarme des métiers à tisser qui produisaient les fameux tissus de la région. Mathilde, née vers 1031 après JC du comte Baudouin Sainte de Flandre et d'Adèle de France, grandit dans une cour animée de marchands et de diplomates, l'héritière imprégnée de sel marin et de laine fraîchement teinte. Vers la fin de son adolescence, elle attira l'attention de Guillaume, duc de Normandie, un bâtard arrivé au pouvoir grâce à une fureur sans égale. Son illégitimité était une tâche qui l'empêchait de contracter de nombreux mariages nobles. Des légendes, brodées par des chroniqueurs ultérieurs, comme la bordure complexe d'une tapisserie, prétendaient que Mathilde l'avait initialement repoussée, déclarant qu'elle ne marierait aucun bâtard, pour ensuite être traînée par les cheveux dans les rues boueuses de Bruges jusqu'à ce qu'elle cède. Les historiens ont rejeté cela, comme un mythe, l'attribuant à la propagande normande. Mais la vérité avait son propre drame. Leurs fiançailles vers 1049 après J.C. ont suscité l'intérêt papal, car ils étaient des cousins éloignés violant les prohibitions de consanguinité de l'Église conçue pour empêcher les alliances consanguines. Le pape Léon IX a interdit l'union au concile de Reims en 1049 après J.C., forçant un délai qui a mis à l'épreuve la patience de Guillaume. Mathilde, à 20 ans, ressentait la tension. Ses chambres à Bruges étaient remplies de l'odeur, de sachets de lavande pour calmer les nerfs rongés par l'incertitude. Des murmures parmi ces dames de compagnie parlaient du tempérament du duc, forgé dans les feux des rébellions normandes, et des risques de défier Rome. L'excommunication menaçait. Une mort spirituelle à une époque où le salut était primordial. Le mariage eut finalement lieu en 1051 après JMC, probablement à Eux en Normandie, une affaire discrète malgré l'interdiction, avec des vœux échangés dans une chapelle surplombant les vagues agitées. Cette nuit-là, dans une salle où les foyers crépitaient de bûches de chêne, la consommation du mariage eut lieu sous l'ombre de la désapprobation ecclésiastique. La robe de lin flamand de Mathilde, douce contre sa peau, céda aux réalités du devoir conjugal. Les mains calleuses de son mari étaient un rappel de sa vie de guerrier. La peur ne se manifestait pas dans la violence, mais dans l'inconnu. La malédiction du pape rendrait-elle leurs enfants illégitimes, condamnant ainsi la dynastie? Pour apaiser l'Église, ils fondèrent 2 abbayes à Caen, l'abbaye de Wims et l'abbaye de Darms, obtenant une dispense en 1059 après JC du pape Nicolas II. Mathilde donna 9 ou 10 enfants à Guillaume, dont Guillaume Rufus et Henri Ier. Sa fertilité fut un triomphe sur les appréhensions initiales. Duchesse puis reine après la conquête de 1066, elle gouverna la Normandie pendant les absences de Guillaume. Son sceau sur les chartes témoignait d'un pouvoir partagé. Pourtant, l'inquiétude de la nuit de noces résonnait dans ces conflits ultérieurs, comme la querelle de 1079 concernant leur fils Robert le Gros, où les liens familiaux étaient mis à rude épreuve par les pressions politiques. Dans ses derniers jours à Caen en 1083, Mathilde confessa des péchés qui incluaient peut-être ses premiers doutes. Sa mort le 2 novembre laissa Guillaume accablé de chagrin, son propre destin étant scellé 4 ans plus tard. Vers l'est, dans les salles opulentes de Paris, où les eaux de la Seine caressèrent les quais de pierre chargés d'épices, venus de ports lointains, Isabelle vit le jour vers 1295, fille du roi Philippe IV de France et de Jeanne Hire de Navarre. Élevée dans la grandeur du Louvre, avec ses jardins en fleurs au printemps et ses salles où résonnaient les luttes des ménestrels, elle incarnait la grâce de la lignée capétienne, blonde, intelligente et destinée à un trône. En 1307, des négociations scellèrent son destin. Mariage avec Édouard II d'Angleterre, union destinée à réparer les liens brisés sur la Guyenne, dernier bastion anglais en France, après les expansions agressives de Philippe. À 12 ans, Isabelle traversa la Manche en janvier 1308. Son navire lutta contre les vents d'hiver pour accoster à Boulogne-sur-Mer.
Le mariage, le 25 janvier, se déroula dans la cathédrale de la ville, sa nef emplie de l'arôme de l'encens et du scintillement des armures des chevaliers. Isabelle, vêtue d'une robe de tissu d'argent voilée de gaze, échangea ses vœux avec Édouard, 23 ans et beau, ses traits Plantagenets adoucis par l'amour du théâtre et des beaux-arts. Mais la joie se transforma rapidement en amertume. Au beau banquet, Édouard fit de somptueux cadeaux non pas à sa fiancée, mais à Piers Gaveston, son favori, installant le chevalier gascon à ses côtés, tandis qu'Isabelle était mise de côté, ses oncles frémissant d'indignation. La nuit de noces, dans une chambre réchauffée par des brasiers brûlants de charbon, se déroula dans cette tension. Les serviteurs firent le lit, tirant les rideaux autour du lit à baldaquin, tandis que les prêtres murmuraient des bénédictions. La peur d'Isabelle était palpable, le froid sur sa peau, le poids de l'indifférence d'Édouard, ses yeux lointains comme s'il envisageait une autre. Les chroniques ont noté sa préférence pour Gaveston, laissant entendre un manque d'ardeur qui a empêché la consommation du mariage ce soir-là, ou du moins l'a rendue insatisfaisante. Les commérages politiques ont amplifié son isolement. Sans héritiers immédiats, sa position était précaire. Son corps a été scruté pour détecter tout signe de grossesse. Les années ont apporté des enfants. Édouard III en 1312 à Windsor, suivi de 3 autres. Mais le ressentiment a fermenté. En 1325, envoyée en France pour négocier la paix, Isabelle a refusé de revenir, craignant l'assassinat par les nouveaux favoris d'Édouard, les Despensers. Alliée à Roger Mortimer, elle a envahi l'Angleterre en 1326, déposant Édouard II et régnant comme régente jusqu'en 1330, date à laquelle son fils a pris le pouvoir. Ses dernières années au château de Rising, dans le Norfolk, jusqu'à sa mort le 22 août 1358, ont été marquées par une influence discrète, mais l'humiliation de la nuit de noces l'a marquée, alimentant la transformation d'une reine, passant de pion à actrice. Dans les verts champs de l'Anjou, où la Loire serpente comme un fil d'argent à travers les vignes chargées de raisins, Marguerite est née le 23 mars 1430 de René d'Anjou et Isabelle de Lorraine. Son enfance au milieu des émois de la Renaissance, de l'art et de l'apprentissage, l'a préparée à un rôle dans l'intrication de la diplomatie européenne. En 1444, alors que la guerre de 100 ans se dirigeait vers une impasse, les envoyés anglais ont proposé son mariage au roi Henri VI, un monarque pieux mais fragile, pour assurer une trêve. À 15 ans, Marguerite incarnait l'espoir de paix. Sa dot, modeste somme de 20 000 francs, a été compensée par la cession du Maine. Elle est arrivée en Angleterre le 9 avril 1445 à Portsmouth. Son navire a été accueilli par des foules acclamatoires et le parfum salé du Solent. Le mariage a eu lieu le 23 avril à l'abbaye de Titchfield, dans le Hampshire, une modeste abbaye cistercienne où les vœux ont été prononcés devant un autel drapé de samite blanche. Marguerite, vêtue d'une robe de satin brodé, les cheveux noirs ornés de perles, a fait face à Henri, 23 ans et doux, les mains souples par la prière plutôt que par l'épée. Le festin présentait des subtilités, des sculptures de sucre représentant des lions et des aigles, mais l'air était chargé de courants politiques sous-jacents, une orchestration attirant les regards royaux. Cette nuit, dans les quartiers d'hôtes de l'abbaye, les murs résonnant des chants des moines, la consommation du mariage a eu lieu. La fragilité mentale d'Henri, préfigurant ses crises ultérieures, a peut-être tempéré leur rencontre. Son toucher hésitant au milieu de l'odeur de cire d'abeille et de herbes éparses sur le sol. L'appréhension de Marguerite était centrée sur l'inconnu. Un pays étranger, un époux sujet à des abstractions saintes, et l'impératif de donner des héritiers à une cour pleine de factions. Aucune grossesse immédiate ne suivit. Leur fils Édouard n'arriva qu'en 1453 à Westminster, au milieu de soupçons d'illégitimité alimentés par la catatonie d'Henri. Le poids politique du mariage l'écrasa. En 1455, régente pendant la folie d'Henri, elle convoqua des conseils à Coventry, ses décisions allumant les guerres des Deux Roses. Les défaites de Tewkesbury en 1471 virent son fils tué, Henri assassiné, et Marguerite prisonnière, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée pour la France en 1575, mourant dans la pauvreté le 25 août 1482 à Dampierre-sur-Loire. Les craintes silencieuses de sa nuit de noces se transformèrent en une vie de guerre, sa détermination forgée dans cette vulnérabilité initiale.
Au cœur des marches galloises, où la brume s'accrochait aux vallées comme un linceul, l'histoire de Marguerite Beaufort commença le 31 mai 1443 au château de Bledsoe dans le Bedfordshire. Descendant de la lignée légitimée de Jean de Gand, elle hérita de vastes domaines, ce qui fit d'elle une ward convoitée. En 1455, le roi Henri VI la confia à son demi-frère Édouard Tudor, comte de Richmond, pour renforcer les prétentions des Lancaster. À 12 ans, Marguerite se maria le 1er novembre 1455, probablement à son manoir de Lampeter, dans le Pembrokeshire, la cérémonie étant simple face à la menace des troubles des York. La chambre, éclairée par des lueurs de torchons trempant dans des supports de fer, sentait la fumée de tourbe et le romarin sec. Édouard, 24 ans et expérimenté au combat, consomma le mariage rapidement, son empressement dicté par les besoins dynastiques. La terreur de Marguerite était viscérale, la douleur d'un corps immature, la sueur froide sur son front, la peur de ce que cet acte présageait. Enceinte au début de 1456, elle devint veuve lorsque Édouard mourut de la peste le 3 novembre au château de Caran. Seule au château de Pembrich, elle accoucha le 28 janvier 1457. Son corps de 13 ans, meurtri par l'agonie, garda des cicatrices permanentes, la rendant stérile par la suite. Son fils Henri, le futur roi, était son enfant unique. Un miracle au milieu des traumatismes, elle s'est remariée 2 fois pour se protéger. D'abord avec Henry Stafford en 1458 à Max Stoke Castle, puis, à des fins stratégiques, avec Thomas Stanley en 1472 à Knowsley Hall. Elle a contourné les épines de la rose, complotant pour l'ascension d'Henry. À sa mort le 29 juin à Westminster, elle avait fondé des collèges et façonné l'Angleterre des Tudors, mais l'ombre de la nuit de noces a perduré, un témoignage des cruautés de l'époque. Ces récits, tissés des fils de l'histoire, révèlent les horreurs silencieuses derrière les couronnes dorées. Des reines liées par la main de fer du devoir ont affronté des nuits où la peur était l'invité non désiré, leurs corps échangés contre le pouvoir, leurs esprits mis à l'épreuve dans le creuset des attentes. Et pourtant, de cette obscurité émerge la résilience, faisant écho à travers les siècles, nous rappelant que même dans le silence d'une chambre médiévale, le cœur humain bat en défi à la nuit.